Bonsoir à tous. France Télécom rattrapée par l'affaire des suicides. La justice en effet a donné suite à la plainte du syndicat Sud PTT après la vague de suicides de salariés, vous savez, dans l'entreprise. Cela signifie que pour la première fois en France, une grande entreprise pourrait être condamnée pour ses méthodes de management. Alors, où en est-on du suicide en France et au travail en particulier? Qu'en est-il des nouvelles méthodes de management dans toutes les entreprises, du stress qu'elles engendrent parfois? Ce sont les questions de ce C'est dans l'air ce soir, questions SMS et Internet que je vous encourage à nous adresser jusqu'à la fin de l'émission. Le titre de ce C'est dans l'air ce soir, France Télécom, suicide contre X. Avec nous sur ce plateau pour répondre à vos questions, le représentant officiel de France Télécom sur ce plateau, Laurent Zilberberg. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes directeur des relations sociales chez France Télécom, le service qui dépend de la direction des ressources humaines. Et à ce titre, vous participez aux différentes négociations avec les organisations syndicales et vous êtes aussi le responsable du réseau des médecins du travail de France Télécom. Face à vous, autre salarié, représentant syndical, Patrick Ackermann. Vous êtes, vous, représentant syndical Sud PTT de France Télécom. Vous faites partie de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées, un observatoire que vous avez créé au sein de cette entreprise en 2007 avec la CFE-CGC pour analyser les causes de la souffrance au travail. Et c'est votre organisation, précisément, qui est à l'origine de la plainte qui donne lieu à l'information judiciaire en cours et à cette émission ce soir. Un expert juriste, Jean-Emmanuel Ray, vous êtes professeur de droit du travail à l'Université Paris 1 Sorbonne. Vous y dirigez le master professionnel développement des ressources humaines. Vous enseignez également à Sciences Po Paris et vous êtes l'auteur, je le rappelle, de l'ouvrage de référence Droit du travail, droit vivant, publié aux éditions Liaison. Enfin, un psychiatre, le professeur Debout. Vous êtes professeur de médecine légale et de droit de la santé, président de l'Union nationale de la prévention du suicide. Vous avez été membre du Conseil économique et social et à ce titre, vous avez publié en 2001 un rapport sur le harcèlement moral au travail. Et je voudrais citer votre bande dessinée, c'est votre dernier ouvrage, on ne s'attendait pas à une bande dessinée sur un tel sujet, qui est intitulé « Tout doit disparaître, travail et souffrance psychologique » aux éditions Narrative. Alors, cette décision de justice, si elle vaut l'intérêt des médias, cette émission en particulier, c'est que c'est une première. Patrick Ackermann, en quoi est-ce qu'à vos yeux, c'est vraiment tout à fait nouveau, révolutionnaire en matière de relations sociales et de droit en France ? Révolutionnaire, on verra. C'est nouveau et c'est une première parce que d'abord ça vise une entreprise de taille nationale, une entreprise de CAC 40, c'est pas banal, je pense, dans l'univers juridique aujourd'hui en France et dans les relations sociales. C'est aussi une première parce que est visée France Télécom en tant que personne morale, mais aussi parce qu'on vise 3 dirigeants de l'entreprise qui étaient au poste de commande dans la période des suicides, enfin de ce qui s'est passé cet été 2009, donc le PDG, le DRH et puis le numéro 2 de l'époque de France Télécom. Donc ça c'est important, on est au pénal, c'est une affaire qui serait traitée au pénal. C'est une première aussi parce que ce qui est visé là-dedans, ce n'est pas la question des risques physiques, je dirais, subis par des salariés, c'est avant tout la question des risques psychosociaux. Je pense qu'il y a une évolution de la justice aujourd'hui en France sur ces questions de risques psychosociaux, de la société, au niveau général. Et bon, c'est assez opportun qu'en novembre, par exemple, la Cour de cassation a reconnu la notion d'harcèlement moral institutionnel. C'est ce qu'on vise en tout cas à démontrer à France Télécom, c'est qu'il y a eu un système qui a été mis en place au plus haut niveau de la direction de France Télécom et qui a eu comme conséquence une vague de mal-être, de souffrance au travail très massive à France Télécom, avec des tentatives de suicide, des malaises et des suicides qui ont été mis en lumière cet été. Notre titre, c'est France Télécom suicide contre X, information judiciaire contre X, contre qui X? Ah non, mais là, nous avons porté plainte contre France Télécom et 3 de ses dirigeants. Après, le procureur... Et 3 de ses dirigeants, quand même, oui, nommément. Nommément, voilà. Didier Lombard, donc c'est avant l'ère Stéphane Richard, le nouveau patron. C'est Didier Lombard, qui était le PDG, Olivier Barbero, qui est le DRH, et puis Louis Pirvenez, qui était le numéro 2. Pourquoi eux? Parce qu'on pense qu'effectivement, c'est eux qui... Il y a des éléments assez concrets qui montrent qu'ils ont pris des décisions et ils ont été les acteurs principaux de la mise en place de ce système-là. On considère qu'a priori, les responsabilités hiérarchiques dans l'entreprise ne se déclinent pas jusqu'au cadre intermédiaire. Il y a bien un système qui s'est mis en place. On peut citer des paroles qui ont été dites, Louis Pirvenez disant ce système va s'appliquer, cette option va s'appliquer sans marge de manœuvre. Donc ça s'est appliqué du haut en bas de manière volontariste, brutale pour les conséquences, et c'est ça qui est visé. Votre idée, c'est qu'il y a eu à un moment donné un plan concerté de déstabilisation d'une partie des salariés pour les pousser dehors. Oui, mais je pense que on voit bien, les plans existent, ils sont publics, les plans de suppression d'emploi. France Télécom, ils sont très nets. Les déclarations de l'entreprise sont très nettes, les documents sont très nets.
Internet, comme France Télécom écrit que la mobilité devient l'enjeu stratégique de l'entreprise, qu'il faut 22 000 suppressions d'emplois entre 2006 et 2008, le plan existe. Après, les méthodes, effectivement, il y a suffisamment de documents d'études qui montrent qu'effectivement, elles ont été mises en place par vous avez noté que la justice n'avait pas retenu le chef d'accusation de mise en danger d'autrui. Vous avez conscience que ça va être très dur de faire le lien formel, prouvé, entre le travail et chacun des cas de suicide, la cinquantaine de suicides qui est intervenue depuis 2008, 2007-2008. Écoutez, je pense que c'est très dur, oui et non. Vous dites, c'est plein de contre-X aujourd'hui. Effectivement, c'est ce que le procureur a mis en œuvre, mais il est normal aussi qu'un procureur donne un mandat à un juge d'instruction d'ouvrir des investigations. C'est le juge d'instruction qui va après décider, va qualifier la plainte, reprendre ou pas les motifs qu'on a mis en avant, auditionner telle ou telle personne, mettre en examen telle ou telle personne. C'est à lui de diriger la chose. Aujourd'hui, le juge d'instruction est nommé, donc j'espère qu'on sera entendu assez vite auprès du juge pour effectivement voir le déroulement de la plainte. Laurent Zilberberg, juste un mot. En quoi, pour vous aussi, c'est une première et éventuellement, si j'ose dire, une bonne nouvelle, cette information judiciaire contre X? Alors d'abord, c'est pas une première que Sud porte plainte individuellement contre des personnes. Non, mais c'est pas ça ma question. C'est pas ça ma question. Je vais revenir là-dessus. Il a déjà fait, y compris contre des managers de proximité. Sur le fait qu'il y ait l'ouverture d'une instruction judiciaire, ça nous permettra enfin d'accéder au dossier. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas accès au dossier. Je vous donnerai simplement un exemple. On parle beaucoup du rapport de l'inspecteur du travail dans ce dossier, qui serait en ligne. Nous avons écrit à cet inspecteur du travail, qui nous a répondu aujourd'hui même qu'il refusait de nous le donner. Donc nous n'avons pas accès à ce dossier. Vous avez souligné... Que les spectateurs comprennent. De quel inspecteur du travail parlez-vous? De celle qui a enquêté pour le compte de la justice? Absolument. Enfin, pour le compte de la justice, pour son compte. Hein. C'est pas pour le compte de l'État. Pour ses fonctions. Mais nous n'avons pas accès à son rapport. D'autre part, effectivement, vous avez raison de souligner, la justice a décidé de ne pas poursuivre sur la mise en danger de la vie d'autrui. C'est un élément qui est très important. C'est très important pourquoi? Parce que l'instruction va être au cas par cas. Il va falloir regarder sur chacun des suicides qu'est-ce qui s'est passé sur chacune de ces personnes. Puis c'est l'occasion aussi pour expliquer clairement qu'il n'y a jamais eu de volonté délibérée de personnes dans France Télécom de mettre en place une politique de harcèlement. Cela n'a jamais existé. Et c'est un mensonge que de le dire. Ça, c'est la réponse qu'a fait Stéphane Richard, le nouveau directeur général. On va y revenir dans un instant. On ouvre... Juste un dernier point par rapport aux chiffres de M. Ackerman. Il y a eu, comme dans toutes les entreprises de télécommunications, des suppressions d'emplois. 22 000 suppressions d'emplois. Pendant la même période, nous avons recruté 6 000 personnes. Il faut préciser que sur ces 22 000, la moitié sont partis en retraite et en pré-retraite. Les autres ont été accompagnés par France Télécom pour aller dans d'autres fonctions publiques, pour aller créer leur propre entreprise, etc. Toutes ces personnes qui ont l'autre moitié, si vous voulez, ont un droit de retour dans France Télécom de 10 ans. Alors, on ouvre la conversation sur le sujet. On va revenir en images maintenant à l'ensemble de cette décision de justice et à ses implications. Car pour la première fois, nous le disions, le parquet de Paris donc ouvre une information contre X pour harcèlement moral dans l'affaire des suicides. Pour les syndicats, on vient de le voir, c'est la réponse à un plan social déguisé. Véritable opération, selon eux, concertée des hauts dirigeants pour pousser vers la sortie 22 000 personnes. De nombreux employés au statut de fonctionnaire qu'il fallait dégoûter, toujours la thèse syndicale, pour finir par les pousser vers la porte. Reportage Marie Laurent et Mathieu Despiau. Didier Lombard, ex-PDG, Louis-Pierre Vénès, son ancien bras droit, et Olivier Barbereau, directeur des ressources humaines. 3 grands noms de France Télécom sur la sellette, depuis l'ouverture jeudi dernier d'une information judiciaire contre X pour harcèlement moral. À l'origine de l'enquête, une plainte déposée par le syndicat Sud et surtout un rapport accablant de l'inspection du travail. France Télécom aurait délibérément mené une stratégie de management pathogène à l'échelle nationale. Résultat, 46 suicides depuis 2008. L'actuelle direction rejette toute idée de complot, mais selon l'avocat de Sud, la responsabilité du groupe devrait tout de même être retenue.
quand je dis qu'on a eu affaire à un plan délibéré et intentionnel, je ne veux pas dire par là que la direction de France Télécom avait décidé que les gens devaient se suicider ou tomber malades. C'est pas exactement ça. Ce qu'on a voulu faire, c'est leur créer la vie impossible. Simplement, ce qu'on a négligé, mais ce qui était la conséquence prévisible de ce qui se passait, c'est qu'un certain nombre de personnes ne résisteraient pas à ce traitement et qu'on aurait soit des cas de maladie, soit des cas de dépression, au point même d'avoir un certain nombre de suicides. Pour enrayer l'hémorragie, 80 000 salariés France Télécom, soit leur immense majorité, ont répondu à un questionnaire concernant le stress et leurs conditions de travail. La déception domine. Ce sont eux qui, dans les années 60, ont généré le téléphone pour tous. Ce sont eux qui se sont mobilisés, qui se sont impliqués pour le plan Minitel. Ce sont eux qui se sont mobilisés pour le plan Fibre. Donc, en fait, il y a eu une très forte désillusion parce qu'à ces gens-là, très souvent, on les a poussés sur la touche et alors qu'ils étaient très fortement attachés à leur travail. Poussés sur la touche, car le plan Next, en 2006, s'était fixé pour objectif la suppression de 22 000 emplois en 3 ans et la mutation professionnelle de 10 000 personnes. Des changements à répétition qui ont bien failli coûter la vie à cette salariée l'été dernier. Quand on vous dit quelques jours avant que vous travaillez très bien, que c'est très bien, que tout est bien, puis que 8 jours après on vous dit on vous jette, moi j'ai eu je dis ils me mettent à la poubelle. Puis en ouvrant mon tiroir, j'avais mes médicaments, donc je dis ils veulent plus de moi, ils veulent plus de moi. Moi je veux plus de... J'ai tout avalé. Avec le fait des changements de service, des changements de poste, on se retrouvait à avoir un nouveau métier tous les 1 an et demi à 2 ans. Et carrément un métier. Il y a même un mot qui avait été employé, on est des mus, des moyens utilisables. On est des moyens, on n'est même plus des humains. Pour moi, un moyen utilisable, c'est un ordinateur. C'est pas un homme. C'est pas l'homme qui est devant. Le frère de Christine, architecte réseau à Marseille, n'a pas supporté cette déshumanisation. Le 14 juillet dernier, il met fin à ses jours en laissant une lettre très explicite. Je me suicide à cause de mon travail à France Télécom, c'est la seule cause. Urgence permanente, surcharge de travail, absence de formation, désorganisation totale de l'entreprise, management par la terreur. Cela m'a totalement désorganisée et perturbée. Je suis devenue une épave, il vaut mieux en finir. Une mise en accusation claire de la méthode France Télécom, mais pour l'heure, le suicide de Michel n'a toujours pas été reconnu comme accident de service. Le groupe oppose plusieurs arguments à la famille. Il s'est suicidé chez lui et dehors du temps de travail, donc ça commence déjà par là. Michel n'était pas muté ouvertement sur un autre poste, donc ça c'est aussi un de leurs arguments. Michel avait reçu une petite augmentation, donc ça aussi c'est un de leurs arguments. Mais en fait Michel, pour lui, il se sentait pris au piège, il se sentait complètement isolé dans son travail, il se sentait par son management. C'est ne pas remettre en cause une forme de management qui détruit les personnes. C'est nier les personnes et continuer sur ce chemin-là de laminer les personnes qui travaillent. Christine, sa sœur et ses parents espèrent toujours aboutir à la requalification de ce suicide en accident de service, prête à s'engager s'il le faut sur le terrain pénal. Et c'est vrai qu'il y a l'affaire France Télécom, mais il y a d'autres entreprises où il y a des suicides en France. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un pour en arriver là? Question SMS. Pour en arriver là, il faut se sentir bien seul et pas soutenu par ses collègues. Où est la solidarité? Professeur Debout, qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation et cette idée qu'un jour, au travail, on peut aller jusqu'à se suicider? Mais dans les entreprises aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas la solidarité, c'est plutôt la solitude. Mais c'est une solitude qui est d'une certaine façon organisée. On voit même parfois faire en sorte que les salariés soient les uns contre les autres, ou en tout cas rivaux les uns avec les autres. Et donc vous comprenez bien que ce qui se pose comme problème, c'est d'abord celui de la reconnaissance. Un salarié, il ne demande pas grand-chose en général, il demande simplement d'être reconnu. Reconnu pour ce qu'il est et surtout pour ce qu'il fait dans l'entreprise. Et ça passe par un certain nombre de signes qui peuvent être donnés et vraisemblablement, je ne veux pas simplement parler de France Télécom, mais vraisemblablement ces signes n'ont pas été donnés et même on pourrait dire que les signes inverses ont pu être donnés. Alors que ce soit le cas ou non, l'important c'est ce que ressent déjà le salarié. Quand vous entendez cette femme, employée dire je changeais de métier ou je devais changer de métier plusieurs fois par an. Oui, eh bien, évidemment. Alors où est la reconnaissance de ce qu'elle fait?
Les gens ont besoin de stabilité aussi, parce que le travail, c'est une façon de se projeter dans l'avenir, c'est des moyens qui nous sont donnés pour la vie. Et puis, n'oublions pas qu'il y a la crise qui est là. Il y a la crise. Il n'y a pas seulement France Télécom. Qui aggrave ces situations. Qui aggrave, qui crée un sentiment d'insécurité, d'instabilité, de peur du lendemain pour tout le monde, pas seulement pour les salariés de France Télécom, mais pour tous les salariés. Et aussi pour ceux qui n'ont plus de travail. Laurence Wilberberg, vous avez entendu ces témoignages. Vous avez reconnu, d'ailleurs, vous-même à France Télécom, que la mobilité forcée, la restructuration permanente, ça avait un poids, un stress considérable sur vos salariés. Dans les chantiers que vous venez d'ouvrir, vous en parlez. Oui, mais chaque fois que je vois des témoignages comme ça, chaque fois que je vais sur le terrain, que j'en discute avec des salariés, il y a des salariés qui me disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans le travail qu'ils font aujourd'hui. Et moi, mon job, et je vais répondre par rapport aux accords qu'on négocie, mon job, c'est de faire en sorte qu'on construise une entreprise dans laquelle il n'y ait plus ce sentiment de solitude dont parlait le professeur Debout, de reconstruire du collectif. Alors on a engagé pour ça beaucoup de choses. On a fait plein de réunions, 3500 réunions. Il n'y a pas une entreprise dans le monde qui a fait 3500 réunions, tous ces managers avec chacun de leurs salariés. On a aussi des négociations avec les organisations syndicales. 2 accords ont déjà été signés, l'un sur l'équilibre vie privée et professionnelle, l'autre sur les mobilités, justement pour expliquer mieux les mobilités. On a gelé les mobilités, on va les reprendre d'une autre façon, et donc il y en a 2 autres qui vont être mis à la signature, sur l'amélioration du dialogue social, et puis sur la déclinaison de l'accord sur le stress. Et j'espère que ces accords seront massivement signés par le plus grand nombre possible d'organisations syndicales. Et puis on a aussi des négociations qui sont en cours sur les conditions de travail, sur l'organisation du travail, parce que l'organisation du travail à France Télécom, on est la seule entreprise à ma connaissance à avoir des négociations là-dessus, parce qu'il faut effectivement construire ensemble, de manière, je dirais, après négociation, un mode d'organisation du travail qui réponde aux attentes des salariés. Vous imaginez la réaction spontanée qu'on a en vous entendant, c'est de se dire, mais il a fallu pour geler les mobilités, en arriver là? En passer par là? Il a fallu, en tout cas, tout un travail de compréhension de ce qui se passait. Et c'était compliqué ce qui se passe sur le terrain. Ça n'est pas simple. Parce que bien évidemment, vous avez personne ne le conteste. Non, mais vous avez des gens qui sont dans le mal-être. Vous en avez beaucoup qui sont bien dans leur boulot. Changer de métier, ça peut être une chance aussi. Tout ce qui est important, c'est la façon dont on l'accompagne. Et c'est ce travail d'accompagnement qu'on doit améliorer. Patrick Ackerman, est-ce que cette plainte, il n'y a pas de notion de vengeance là-dedans? L'idée, c'est quoi? C'est qu'on tire des conclusions pour cette entreprise et les autres? Oui, il y a un débat qui forcément a un contexte interprofessionnel. C'est que ce qu'on constate à France Télécom existe dans d'autres entreprises. Simplement que là, il y a une démonstration en grandeur de nature avec beaucoup d'éléments, contrairement à ce que dit M. Wilberberg, la question n'est pas que la parole de Sud. C'est beaucoup d'acteurs sont intervenus dans ce débat-là sur de longues périodes, avec des médecins, avec des experts, avec une série de témoignages, etc. L'inspection du travail qui se base pas sur un seul rapport d'une personne, mais sur des rapports de plusieurs inspections du travail au niveau national. Donc on a énormément de documents, d'éléments probants, factuels, enfin en tout cas nous qu'on pense assez lourds, qui montrent bien ce qui s'est passé, un système qui pousse, qui justifie des mobilités, qui les organise, etc. Bon, ça, par contre, c'est vrai, je pense que ça n'existe pas qu'à France Télécom. Et donc, inévitablement, ce débat public qui aura lieu dans un procès que j'espère, c'est pas sûr qu'il y ait encore un procès. Et s'il y a procès, on espère qu'effectivement ça alimentera le débat public et qu'on arrivera à faire avancer cette idée-là que le harcèlement moral institutionnel doit être qualifié et doit être condamné parce que c'est condamnable et qu'il y a des responsabilités pénales des employeurs qui soient engagés. Mais on a parlé aussi de Renault à un moment donné, et puis là on parle d'Euro Disney en ce moment où il y a eu 2 suicides, une tentative. Vous avez des conversations, enfin des échanges avec d'autres syndicats pour essayer d'alerter en amont finalement les directions d'entreprise pour qu'elles évitent d'entrer dans de telles... Bien sûr, de toute façon, vous avez bien vu qu'au niveau de l'actualité nationale, là, il y a quand même des accords sur le stress qui sont en débat au niveau national, une préoccupation du gouvernement qui s'est vue pendant la crise de France Télécom. À Renault, il y a aussi des affaires judiciaires qui sont en cours aujourd'hui. Enfin, il y a vraiment une préoccupation publique, sociétale sur la question. Il faut avancer. Je pense qu'il y a un vide juridique aujourd'hui qu'il faut combler. Il faut vraiment avancer de manière volontariste, effectivement, que ça ne se repasse pas dans l'entreprise, c'est bien notre but. Et dernière chose que je veux dire quand même, c'est qu'il n'y a pas que la Fédération Sud qui est dans cette affaire-là. Aujourd'hui, il y a la Fédération CFE-CGC qui a rejoint cette plainte-là. Le syndicat des cadres chez vous.
vous rejoint en partie civile sur l'affaire. Et on a de très bon espoir effectivement que l'ensemble des fédérations syndicales nous rejoignent dans cette affaire-là. Je pense qu'il n'y a pas de débat entre les syndicats sur cette question-là. Professeur Debout, juste une question. Ce qui nous intéresse ce soir, au-delà de France Télécom, c'est cet impact du travail, le stress qu'il engendre, et jusqu'au suicide, évidemment, dans l'entreprise. On parle beaucoup en ce moment d'une dépression de la société française, en particulier au travail. Est-ce que ça vous paraît abusif ou est-ce que vraiment vous sentez ça aussi? Beaucoup de chercheurs le disent. Il y a une dépressivité, je crois. Monsieur le médiateur de la République a dit que la France, les Français souffraient aujourd'hui d'une dépression psychologique et collective. Je crois que c'est les effets de la crise. La crise, on dit que c'est une crise financière et sociale, mais c'est d'abord une crise humaine. C'est quand même les gens qui, tout d'un coup, n'ont plus de travail, ne savent pas comment ils vont vivre demain. Enfin, il y a vraiment, et puis il y a une fragmentation aussi du cadre familial, il y a les effets sur la famille, le chômage, les chômeurs, qu'est-ce qu'ils deviennent, qui en parle, la santé des chômeurs dans ce pays, qui en parle aujourd'hui. Et donc, souvent, le suicide, c'est d'abord les chômeurs. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que lorsqu'il y a un plan social, et en fait, ce qui s'est passé à France Télécom, d'une certaine façon, c'est un plan social qui ne pouvait pas dire son nom, puisque les gens étaient protégés par un statut. Ça aurait été une entreprise privée. 20 000 en trop, ils partaient. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils devenaient, ces gens-là ? Et donc, il y a un vrai problème aujourd'hui. Vous entendez telle entreprise qui ferme, les gens se sentent jetés comme des Kleenex. Bon, ils sont traités moins que rien. C'est ça que vivent les gens. Et ils entendent ça tous les jours, à la télévision, à la radio. Donc, évidemment qu'il y a une dépressivité qui s'installe. Les gens ont peur du lendemain. Ils ne savent pas comment ils vont, de quoi va être construit demain. Et ça se répercute sur chacune des entreprises, comme ce qui se passe dans chaque entreprise crée en même temps ce climat, disons, de dépressivité et de désarroi. Je reviens, Jean-Emmanuel Ray, à la décision de justice, qu'il s'agisse de France Télécom ou d'autres entreprises. En quoi est-ce que là, il y a vraiment, je dirais, un élément nouveau dans l'histoire du droit? Pourquoi, tout d'un coup, une entreprise pourrait être attaquée pour harcèlement moral de ses propres salariés? Et ça, c'est nouveau. C'est une pièce en 4 actes. Tout a commencé en janvier 2002. En droit du travail, on a créé un nouveau délit qui est justement le délit de harcèlement moral. Donc avant, ça n'aurait pas été possible. Bon. L'acte 2, c'était un mois après, et en clair, c'est une dynamique jurisprudence-loi. C'est la jurisprudence a indiqué que en matière de santé mentale, c'est ça la grande différence. Avant, le droit du travail ne se préoccupait que de la santé physique. En clair, à plus de 4 mètres, il faut un harnais, il ne faut pas porter plus de 35 kilos. Pure, quoi. Voilà ça. En clair, et un accident de travail, c'était immédiatement lésionnaire et ça se voyait. En 2002, on a créé la santé mentale. Et on n'a pas compris, je crois qu'aucun autour de cette table ne peut prétendre raisonnablement le bouleversement absolu, le bouleversement à 180 degrés qui a été, en clair, les syndicalistes, les employeurs maîtrisaient la santé physique. La santé mentale, c'est un multifactoriel. Résultat des courses, la Chambre sociale, un mois après, nous a dit non seulement l'employeur est responsable, mais il a une obligation de résultat. Et il y a un arrêt récent, moi, qui me gêne beaucoup, parce que donc c'est un arrêt de février 2010, donc 8 ans après cette loi, qui nous dit qu'un employeur, une fille est harcelée dans un hôtel. L'employeur, dans la journée, tenez-vous bien, obtient la démission du cadre et mute la collaboratrice. En un mot, il a fait tout ce qu'il pouvait dans la journée. Oui. Bon, eh bien, la Chambre sociale estime que, comme justement il est tenu d'une obligation de résultat, le fait qu'il soit immédiatement préoccupé ne lui enlève pas sa faute, parce que la fille a été harcelée. En clair, je crois qu'il faut trouver un équilibre entre la notion de harcèlement moral, et dernier exemple qui date d'il y a 2 mois, on nous indique du côté de la Cour de cassation que le harcèlement moral, on n'est pas forcé d'avoir l'intention de nuire. Jusqu'à présent, les juges disaient, on est mis en examen, on est condamné si, en clair, le cadre harcèle. Bon, ça. En clair, tout le monde est d'accord là-dessus. Je crois que personne ne peut... La question, c'est que si vous enlevez l'intention de nuire, je vais pas faire un dessin sur les jeunes générations, mais le contrat de travail, c'est la subordination. Bon. C'est-à-dire que j'ai des ordres à vous donner, et si vous n'êtes pas content, je vous fais refaire votre boulot. Ce ne sont pas atomes libres. On va jusque dans les contestations de ça aujourd'hui, non? Non, mais le propre des jeunes générations, c'est de moins bien supporter ce que leur père... La hiérarchie. La hiérarchie et les fameux petits chefs. En un mot, et puis je terminerai surtout, parce que moi, c'est ça qui me paraît important. Je crois qu'il faut raison garder. Du côté, si on lit Zola, Dickens, Simone Weil, etc., les coups de grisou du mineur, c'était un risque psychosocial quand même qui était tout à fait majeur. Le risque, et puis moi j'enseigne à des jeunes, je crois qu'il faut faire attention, parce que si le travail c'est uniquement de la souffrance, du harcèlement moral ou sexuel, à ce moment-là il ne faut pas demander aux jeunes de s'investir dans un travail. C'est ce que pensent les jeunes auxquels vous enseignez aujourd'hui? Ah non, mais les jeunes auxquels j'enseigne sont très troublés par ce message extrêmement négatif
extrêmement négative. En clair, quand on voit les informations, c'est le travail n'est qu'une suite de souffrances et de suicides. Comment voulez-vous qu'un jeune puisse s'investir? En ce qui me concerne, j'espère que tout le monde aura compris que le travail, c'est pas seulement les suicides, c'est aussi la réalisation de soi, c'est pas l'histoire. Et j'irai même plus loin. Beaucoup de personnes, et je crois qu'autour de cette table, on en connaît tous, beaucoup de personnes nous disent, dans ma vie personnelle, ça va pas bien, heureusement que j'ai le boulot pour tenir debout. Docteur, écoutez, je m'excuse, mais vous nous avez mis tous autour de la même table, mais je suis absolument en désaccord avec ce que vous dites, mais complètement. D'abord, vous avez cité 4 étapes. Si vous le permettez, je vais en ajouter une. Celle du travail du Conseil économique et social. Et j'avais l'honneur de rapporter, d'ailleurs, la définition qui a été reprise dans la loi, c'est celle, j'ai le rapport ici, donc c'est celle que nous avions proposée, à une nuance près d'ailleurs. La définition du harcèlement moral. Du harcèlement moral au travail. Tout le monde n'a pas lu votre rapport, hein, docteur, donc il faut être précis avec les téléspectateurs. Mais bien sûr, excusez-moi, donc voilà. Et comme mon collègue citait les étapes du harcèlement moral au travail, il y a eu l'étape du Conseil économique et social. Et dans cette étape-là, 2 choses étaient signalées. La réalité du harcèlement institutionnel. C'est-à-dire structuré par l'entreprise. Celui dont Sud parle. Eh bien, c'était écrit donc 10 ans, on a mis. Ça n'a jamais été condamné ou même. Ça n'a jamais été saisi, mais c'est dans le texte. Et d'autre part, l'avancée essentielle de ce texte. Et là, je m'inscris, excusez-moi, chers collègues, en faux, ce que vous dites. C'est quand même qu'il a fallu attendre le 21e siècle pour qu'on s'aperçoive que le travail puisse provoquer des effets sur la santé, sur le plan physique et physiologique, mais attendre le 21e siècle pour considérer qu'il y avait aussi des atteintes psychologiques possibles. Alors, ça ne veut pas dire que tous ceux qui travaillent vont mal, sont harcelés, vont se suicider. C'est pas du tout ça le problème. Par définition, on parle ici plutôt de ce qui pose problème, là, dans cette émission, que de tous ceux pour qui tout va bien. Attendez, ce que je vous propose maintenant, et ça va aller dans le sens de ce que vous développez à l'instant, professeur Debout, c'est de revenir justement sur certaines de ces nouvelles méthodes de management qui ont été introduites depuis quelques années en France. Nouvelles méthodes qui pèsent parfois, on va le voir, justement sur les relations sociales, les relations humaines dans l'entreprise tout simplement. Par exemple, ce qu'on a appelé parfois le benchmarking entre employés, la mise en compétition tout simplement des salariés entre eux. Les open space, les fameux bureaux ouverts, vous savez, et puis la mobilité forcée aussi, qu'on a évoqué à propos de France Télécom. Témoignage, avec ce reportage, de salariés recueillis dans les secteurs médicaux et bancaires par Sarah Sisman et Grégory Roudier pour C'est dans l'air. Michel est anesthésiste, cela fait 30 ans. Elle aime son métier, peut-être trop. Alors quand un de ses collègues a quitté l'hôpital il y a 2 ans et n'a pas été remplacé, elle a travaillé 2 fois plus. Garde de nuit, week-end à l'hôpital, jusqu'à l'épuisement. Nous avions des semaines, des fois, de plus de 100 heures de travail. Et nous étions en moyenne sur 4 mois à 60 heures de travail par semaine. Donc notre travail, nous l'accomplissions, mais il n'avait plus de signification. Nous étions là sans arrêt à essayer de parer au plus pressé, mais tout ce qui fait le sens du travail n'existait plus. Troubles du sommeil, hyperactivité, les premiers symptômes apparaissent l'été dernier. Mais Michel ne tire pas la sonnette d'alarme, ses responsables ne l'auraient pas entendu. Il y a 3 mois, elle tombe en grave dépression. Je ressentais cet épuisement psychologique, ces troubles du sommeil, je n'avais plus envie de rien. Aujourd'hui, elle l'affirme, son travail la détruit. Elle pense même à changer de profession, car elle craint une fois guérie de retomber dans l'engrenage. Personne ne songe à nous protéger, à nous préparer à ce que nous allons affronter, et j'en veux beaucoup à la société. L'intérieur de la société. Salarié dans le secteur bancaire, Daniel, lui, n'a pas été victime d'une surcharge de travail, mais plutôt d'une technique de management qu'il juge inhumaine. Ancien directeur d'agence à la Caisse d'épargne, il a dû appliquer la méthode du benchmark, qui mesure l'écart séparant chaque agence de celle qui affiche les meilleurs résultats. En clair, les agences de la région sont classées et les salariés de l'entreprise aussi. Donc à l'intérieur des agences, il y a tous les noms des agents, avec le nombre de ventes, le référentiel de vente, le taux d'occupation des bureaux, le taux de vente. C'est la compétition complète, et puis le but du jeu, c'est le principe du bench, c'est de trouver une petite astuce
qui permettent d'évoluer plus vite que son petit copain ou de la petite agence à côté ou de la région à côté. Un climat de défiance qui mène les agents, selon lui, à vendre des produits inadaptés à leurs clients, juste pour gagner des points. Oui, on arrive à vendre n'importe quoi. Oui. On arrive à vendre les produits qui rapportent le plus au benchmark. Et parce que forcément, le client a besoin. C'est-à-dire qu'un produit qui va rapporter 3 points au benchmark sera placé en premier par rapport à un livret A tout bête qui rapporte qu'1 point au benchmark. Son métier, il le juge dévoyé par cette pratique, mais surtout, il en souffre. C'est très dur, très compliqué à vivre, parce que c'est de la relance sans arrêt. On peut dire que c'est du harcèlement, parce que c'est des coups de fil, des mails. D'avoir une pression du matin au soir, c'est pas vivable. La médecine du travail dénonce cette pratique, jugeant que les performances de l'entreprise sont obtenues au prix d'un coût humain inacceptable, et établit un lien entre le benchmark et les tendances suicidaires des salariés. Mais pour les responsables de l'entreprise, rien à signaler. Vous savez que peut-être pas, mais je vais peut-être vous l'apprendre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, en fait, on interroge l'ensemble de nos collaborateurs, donc qui peuvent s'exprimer donc librement et de manière anonyme, et c'est fait en plus par une entreprise donc externe. Donc c'est pour garantir la neutralité. Et depuis 2 ans aujourd'hui, on note une progression manifeste de la satisfaction de la clientèle. Ce sont de nos collaborateurs. La souffrance au travail, Alexandre Désinard en connaît un rayon. Dans son livre « L'open space m'a tué », publié il y a 2 ans, il décrit l'enfer vécu par des milliers de salariés dans un univers créé pour les rendre plus rentables. Les gens adaptent leur comportement par rapport aux autres, il faut montrer qu'on est plus résistant. Il y a une sorte de conformisme qui se crée en open space, et ce conformisme, ça se voit un peu dans toutes les attitudes. À l'heure à laquelle on sort, on se prend la petite remarque, tu prends ton après-midi, ça c'est le plus classique. Mais c'est aussi l'heure à laquelle on arrive, le nombre de pauses de café qu'on prend. Ça engendre souvent ce qu'il faut tout le temps prendre sur soi. Et donc en plus d'avoir les difficultés de son travail, c'est normal, les exigences sont parfois fortes. Il y a aussi cette comédie à afficher en open space, où il faut adapter son comportement à ceux des autres. Une souffrance invisible dans un univers où chacun finit souvent, selon lui, par devenir son propre bourreau. Alors tout ça appelle des tas de questions évidemment, et dont certaines qui ont plus que du bon sens. C'est souvent le cas des questions évidemment des téléspectateurs de C'est dans l'air. Question SMS, le directeur du personnel, terme qu'on employait un peu autrefois, gérait des hommes. Et un peu par opposition, le DRH gère des ressources humaines, comme son nom l'indique, comme un magasinier. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, ça prouve un changement, c'est que je ne suis plus chef. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce rapport d'autorité parfois absurde et qui était ressenti comme tel, oui, avec le chef du personnel. Mais si c'est pour gérer des nombres ou des MU, comme on disait tout à l'heure, des moyens utilisables? Non, chaque fois que je rencontre des salariés, quand je vais à Toulouse et que les personnes me disent il y a tel ou tel problème ou telle situation qui est difficile, c'est bien avec des êtres humains que je discute et c'est avec eux que j'essaye de former un nouveau France Télécom qui permettra justement de mieux se reconnaître, de mieux travailler et de retrouver une partie de ce collectif. Et juste un point par rapport à l'open space. Il y a des bons et des mauvais open space. Par rapport à ça, l'open space a un avantage. Lorsqu'il est bien fait, c'est qu'il permet de recréer du collectif, là où on avait une tendance à enfermer des gens de manière individuelle. Juste très simplement, très basiquement, Laurent Zilberberg, que vous inspire cette réaction d'un téléspectateur qui dit mais tout est dans la formule. C'est assez révélateur finalement. Avant on parlait peut-être de chef, ok, mais de personnel. Là, ce sont des ressources humaines, c'est de la quantification par rapport à la qualité, peut-être. C'est pas un hasard, peut-être, non? Non, parce que je pense que les relations dans France Télécom, les relations sociales dans France Télécom, elles ont changé, mais on n'est pas passé d'un modèle qui aurait été parfait à un modèle où on ne se parlerait plus. Ça, c'est faux de dire ça. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions, et quand vous voyez qu'on a organisé encore une fois 3500 réunions des managers où tout le monde a pu prendre la parole, là où vous avez 80 000 personnes, 80 000 salariés qui ont répondu, on voit bien qu'il y a une volonté de libérer la parole et de discuter dans l'entreprise. En matière de terminologie, vous ne pensez pas que finalement on devrait revenir à directeur ou chef comme vous voulez, mais du personnel? Moi, très sincèrement, j'ai aucune envie de redevenir un petit chef.
Bon. Si jamais je l'ai été. Bon. Alors, Patrick Ackerman, je vous pose la question aussi. Cette notion de terminologie qui fait réagir comme ça, spontanément, ça vous inspire quoi? Les mots sont importants. Je suis d'accord avec vous. Alors, le mot chef, je pensais pas ça le débat, M. Zilberberg. C'est pas le problème du chef du personnel, c'est la question du personnel. C'est la question du personnel ou des ressources, effectivement. Moi, j'ironiserais en disant qu'à France Télécom, ce qu'on appelle les RH, les ressources humaines, c'est devenu les business partners. Et dans cette évolution-là, il y a évidemment une politique qui se cache derrière, enfin qui se cache même pas, parce que là c'est patent. Ce qu'on veut faire avant tout, c'est que le rôle du RH, tel que moi je peux l'imaginer, tel qu'un syndicaliste peut l'imaginer, c'est quelqu'un qui fait une régulation sociale dans l'entreprise, qui permet aux salariés en difficulté ou bien qui veulent évoluer, qui veulent avoir des renseignements sur leur carrière, sur les congés, etc., qu'avoir un interlocuteur qui n'est pas leur chef direct, avec un rapport hiérarchique, mais qui est quelqu'un d'indépendant. Or, France Télécom a délibérément cassé cette structure-là pour mettre en place des business partners en supprimant des postes de RH et en soumettant, j'ironise encore une fois, à France Télécom, le service RH est devenu pour l'essentiel une plateforme, un centre d'appel, le CSRH, joli nom. Et pour obtenir des renseignements, les salariés font ce qu'ils appellent maintenant un clic RH. Clic Clic avec la souris, oui, avec la souris sur l'ordinateur pour poser une question à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne connaîtront jamais, etc. Ils ont une réponse ou ils l'ont pas, elle est satisfaite. Bon, il n'y a plus aucun rapport humain dans cette relation-là. Il faut la reconstruire. Ça fait partie des négociations en ce moment. D'ailleurs, on a abouti à un point, on a abouti à un point, vous le savez, Monsieur Ackerman, puisqu'on a décidé et on a recruté 150 RH de proximité. Allez voir, Monsieur Zilberberg, ce qui est incroyable, c'est que vous avez fait pendant des années, vous avez détruit tout ça. Maintenant, on est en train de reconstruire. Très bien. C'est plus que 150 qu'il faudrait faire, mais peu importe, simplement, vous l'avez détruit de manière scientifique, je dirais. C'est un vous collectif, la direction, oui, c'est pas spécifique avec M. Zilberberg. Est-ce que ça veut dire, docteur Debout, et puis vous-même, que vous avez le sentiment que les DRH, ces directeurs de ressources humaines ou les gestionnaires de ressources humaines, sont petit à petit passés plutôt du côté de l'obsession de la rentabilité plutôt que celle de la gestion humaine, des relations humaines, tout simplement? Mais ce qui est important dans la terminologie, c'est justement l'humain, ressources humaines. Peut-être qu'on a gardé ressources et qu'on a oublié humain, et qu'on devrait faire l'envers. C'est-à-dire d'abord les hommes. Et je crois que les hommes, avant de se gérer, ça doit se respecter, d'abord. Ça passe par des choses simples, l'histoire du clic et de parler à quelqu'un qu'on connaît, c'est incroyable. C'est de lui parler, tout simplement. Les gens, ils veulent pas, ils veulent pas la Lune. Et là, je ne parle pas simplement de France Télécom. Mais il faut comprendre aussi l'impact de certaines annonces. Lorsque un grand patron d'entreprise explique qu'il y a 20 000 salariés de trop dans son entreprise. 20 000 sur 120 000, ça veut dire 1 sur 6. Bien, quand on entend ça, on retourne au boulot le lendemain, on dit 1 sur 6, alors on est 6 là, il y en a un qui va partir, c'est lequel? Vous voyez, on déstabilise, il y a un effet de déstabilisation. Je ne dis pas que c'était ça qui était recherché, mais en fait, comment ne pas être déstabilisé? Et pour sortir de France Télécom, parce que malheureusement, il n'y a pas que France Télécom. J'allais dire que beaucoup d'autres entreprises, aujourd'hui, des grands groupes internationaux qui annoncent 10 000, 20, à cause de la crise, 10 000, 20 000, 30 000, ça dépend de la dimension, de la taille de ce groupe, de trop dans le monde entier. Alors ça veut dire combien en France? Quel site va fermer? Voilà la réalité des situations. Voilà comment sont mal gérés les hommes aujourd'hui. C'est assez caractéristique, on parlait de méthode, mais les caisses d'épargne dont on a vu un des salariés interrogé sur ce qu'on appelle le benchmarking, en tout cas la comparaison, la compétition entre salariés, eh bien, ils nous ont fait dire que d'emblée, dès qu'ils ont mis ça en place, ils ont eu peur de ce que ça pouvait provoquer. Ils ont mis en place une ligne téléphonique pour avoir tout de suite la réaction des salariés. Pour réparer les méfaits des méthodes qu'ils imposent. Je ne sais pas. On est un peu dans ubuesque. On fait un pas en avant et tout de suite 2 pas en arrière. Enfin, il faut quand même reprendre le respect des personnes. Et on parle aussi de la fonction publique. La police, on pourrait parler de la police, du stress à la police, de certaines... particulier quand même. Un métier particulier. Mais les enseignants, on peut parler. Et là aussi, on annonce trop de fonctionnaires. Alors évidemment, s'il y a trop de fonctionnaires... Est-ce que la culture propre aux produits ou aux services que vend une entreprise peut jouer? Patrick Ackerman, on a souvent dit que la culture éminemment compétente, élevée à France Télécom d'ingénieurs qui vendent du virtuel pouvait avoir engendré ces méthodes où on pensait que tout allait bien se passer avec le clic, avec les standards téléphoniques et que finalement on réglerait les relations humaines de cette façon. Alors, est-ce que ça a joué, cette culture? À France Télécom, c'est vrai qu'il y a une culture un peu de polytechniciens, enfin de gens qui ont une grande conscience de l'organisation
l'organisation avec des grandes perspectives, etc. Mais effectivement, quand c'est appliqué à l'humain, je pense que les résultats sont assez désastreux. Mais je pense plus généralement, je crois que France Télécom a toujours dit dans cette période-là qu'il se calquait sur ce qui se passait dans le privé. Il y avait les méthodes de management sans doute importées des États-Unis, enfin parce que c'était un peu à la mode à ce moment-là, ont été importées et appliquées. Pardon ? Parce que les concurrents peut-être font comme ça aussi. C'est un terme qui a été aussi très utilisé. Mais maintenant, je ne sais pas parce que d'abord, c'est un très mauvais argument la concurrence. Pourquoi ? Moi, je considère qu'un employeur là est responsable de l'organisation du travail. Et si cette organisation du travail génère des maladies, génère de la souffrance, génère jusqu'à des suicides ou des tentatives de suicide, etc., je pense qu'il doit mettre en place non seulement effectivement des cellules d'écoute pour prévenir pour traiter les conséquences, mais il doit revenir à la racine de la chose. La vraie question, c'est quand même ça, c'est qu'on a mis en place un système qui met en concurrence effectivement les salariés, qui les met en difficulté, qui les met en instabilité professionnelle. Pourquoi ? Pour supprimer les emplois, mais aussi pour faire des gains de productivité, pour obtenir que ces gens-là soient corvéables à merci. Ce qui s'est passé à Renault, par exemple, excusez-moi, c'était pas des suppressions d'emplois. Tout le monde se plaignait d'horaires de travail impossibles, le fait que les gens revenaient le soir à la maison ou le week-end. Permanente. Oui, et puis surtout que les gens étaient débordés de travail. Alors, il y a une question qui va dans ce sens-là, d'un téléspectateur de C'est dans l'air. Les plateformes de télémarketing de France Télécom et d'autres entreprises d'ailleurs, ne sont-elles pas devenues les usines du XXIe siècle, Laurent Zilberberg? C'est-à-dire cet endroit où finalement, à la chaîne, on est obligé de traiter des cas de clients, des cas humains. Vous avez raison de soulever ce problème. Je crois qu'on est aussi, on est tous clients d'une entreprise de téléphonie, ici, autour de cette table. Et on a des demandes contradictoires. On a tous envie que la personne qui réponde, elle soit très bien, mais on a tous envie que quand on téléphone, immédiatement on ait la réponse. Oui, mais si les chefs demandent de régler le problème en 25 secondes. Eh bien, attendez, si vous avez et donc on a cette demande contradictoire, on veut être traité individuellement et en même temps on veut que tout soit parfait. Le client, il a aussi ses injonctions contradictoires et on sait que ces demandes contradictoires, elles vont aussi produire du stress. Et c'est par rapport à ça aussi qu'il faut former les salariés, parce que M. Ackerman a raison sur un point. C'est vrai que la culture de France Télécom était une culture très technicienne, avec des gens qui allaient sur le réseau, qui installaient des lignes, et parce que nous avons souhaité faire la transformation du groupe avec ses salariés, nous les avons accompagnés, sans doute pas suffisamment, sans doute pas parfaitement, mais on les a accompagnés à répondre aux demandes du client. Et les demandes du client, elles sont très différentes, et donc on les forme à cela. Et cette demande-là, cette contradiction-là, elle est très difficile. Monsieur Ackerman, on est en train de, pardonnez-moi, je caricature ce que vous venez de dire, mais en gros, c'est la faute du client, c'est contre lui que vous devriez porter plainte. Oui, mais sauf que le client, il n'est pas d'accord avec M. Zilberberg. Le client, il se plaint de quoi aujourd'hui? Il se plaint que la tarification est pas simple, est obscure, que l'accueil client est standardisé, qu'on a des téléconseillers qui annoncent. Vous trouvez que c'est pas assez cher le téléphone en France? Mais c'est pas, je vous parle pas du prix, je vous parle de l'accueil aujourd'hui. Posez la question aujourd'hui aux gens s'ils souhaitent ou pas avoir une boutique France Télécom avec des gens concrets pour aller les rencontrer, pour avoir des informations sur leur téléphone, leur facture. Essayez d'être confrontés, vous. Simplement pour prendre l'argument de M. Zilberberg au sérieux, parce que quand même c'est vrai que tout commence par la pression considérable de la concurrence en général et du client de plus en plus exigeant qui veut les choses de plus en plus rapidement. Sans doute, mais sauf que je vous dis aussi que le client, il évolue dans sa demande. Il voit très bien aujourd'hui que, par exemple, ces offres multiples des opérateurs aujourd'hui cachent souvent des fausses concurrences, des choses très compliquées duquel ils se sentent abusés. Et d'ailleurs, Monsieur Richard, qui est le nouveau PDG de France Télécom, nous a déclaré, et on trouvait ça très positif, que ce qu'il fallait maintenant à France Télécom, c'est renouer avec la clarté, la transparence, la simplification des offres de France Télécom et faire un accueil par rapport aux clients qui soit plus respectueux. Parce qu'il y a ça derrière. La concurrence introduit aussi un irrespect du client et le fait qu'il y a beaucoup de ventes abusives, de systèmes qui sont pervers, il faut le dire. Alors on va revenir de manière plus générale au thème de cette émission, le suicide en France et le suicide en particulier au travail. De manière générale, en 20 ans, le nombre de suicides a baissé de 20%, de façon donc générale, adultes, jeunes, etc. Sauf au travail précisément, il y aurait 400 à 600 suicides dans l'entreprise ou à cause du stress engendré par sa profession. Et ceux qui se suicident dans ce contexte sont en général des hommes, plutôt quadragénaires, dont on aurait peu ou pas du tout diagnostiqué une dépression, donc mal soignée. Elisa Coudray, Thomas Buyer, Pierre Dehorne et Stéphane Morel. Année 2007. La France découvre dans les journaux télévisés le suicide au travail. Hervé Tison avait 44 ans. Un soir de janvier, il s'est suicidé à quelques mètres de son bureau. Un 5e salarié de l'usine PSA de Mulhouse a mis fin à ses jours hier. Elle souffrait du boulot, on n'a peut-être pas assez entendu son message, mais
elle souffrait et aujourd'hui elle s'est donnée la mort, quoi. Dernière tragédie en date, le suicide de cet anesthésiste de l'hôpital de Montpellier. Des affaires souvent très médiatisées car le phénomène prend de l'ampleur. Près de 400 cas par an. Marie Peset a été la première en France à ouvrir une consultation souffrance et travail. Aujourd'hui, elle dénonce une situation de plus en plus critique. En cause, de nouvelles méthodes de management qui fragilisent le salarié. On l'a beaucoup autonomisé, ce qui pourrait apparaître comme une amélioration. En fait, on l'a laissé seul sur le terrain avec les dysfonctionnements à régler sans recours possible dans la hiérarchie parce qu'on ne va pas se plaindre à son chef, autrement on apparaît comme un salarié qui n'est pas compétent. La souffrance au travail a augmenté en quantité mais aussi en gravité de tableaux cliniques et nous recevons depuis 3-4 ans une majorité de patients prêts à se suicider ou bien à commettre un homicide si on les laisse retourner dans l'entreprise. Une tendance inquiétante. Néanmoins, le suicide au travail représente moins de 1% de la totalité des cas. De façon générale, le suicide diminue en France, moins 20% en 20 ans, notamment grâce à une meilleure prise en charge. Le professeur Terra dirige ce service de psychiatrie. Ici, un patient sur 3 est suicidaire. Certains, comme cette femme, sont déjà passés à l'acte. Elle s'est tirée 2 balles dans le ventre. J'avais mis ça en exécution toute la nuit. Et au petit matin, je me suis tiré 7 balles dans le ventre. Et mon frère était à son travail et tout. Et j'ai dû tomber dans les pommes pendant quelques minutes. Et quand je me suis réveillée, je me suis traînée à son téléphone. Et je l'ai appelé à son téléphone et je lui ai dit que j'étais en train de mourir. Et donc lui, il a compris et tout, et je sais pas ce qu'il a compris. Et vous vouliez à ce moment-là être sauvé? Être sauvé, oui, bien sûr, j'ai eu peur. C'est important de bien comprendre ce message. À la fois, vous voulez arrêter de souffrir, mais vous voulez pas forcément mourir. Oui, voilà. Mais vous avez été à 2 doigts de décéder, là. Oui, oui. 70% des décès par suicide sont liés à une dépression, le plus souvent non traitée, associée avec de l'alcoolisme chronique, des troubles de personnalité, des événements de vie négatifs, etc. Donc c'est toute une intrication et souvent les conséquences de ces pathologies, de ces difficultés, perte d'emploi, perte du permis de conduire, abandon du conjoint, vont faire une espèce de boule de neige noire où la personne n'arrive plus à résister au cours des choses et au cours surtout des souffrances qu'elle éprouve. Des causes multiples qui peuvent expliquer le passage à l'acte. Mais si les femmes font plus de tentatives, les hommes sont bien plus nombreux à se donner la mort. Environ 3/4 des suicides. Beaucoup ont entre 35 et 45 ans. Les hommes ont moins de capacité à faire face à la souffrance, moins de confidents, moins de stratégies pour demander de l'aide. Souvent, ils ont honte de demander de l'aide. Donc souvent, les programmes les plus intéressants, c'est déstigmatiser la demande d'aide, c'est-à-dire être fort, c'est accepter l'idée d'être faible par moment. Être fort, c'est demander de l'aide. Et pour les milieux masculins, c'est un enjeu important, c'est donner le goût aux hommes de se protéger. Une démarche difficile dans une société où la dépression reste encore parfois assimilée à de la faiblesse, où le suicide dérange. C'est tout de même quelque chose qui reste encore tabou et honteux. On a beaucoup dans la tête ces idées reçues. Le fait de suicider est un choix, alors que ce n'est pas un choix, c'est un non-choix. C'est justement, je n'ai pas d'autre issue que de me suicider. C'est souvent signe, dit-on, soit de faiblesse, soit de courage, alors que c'est ni l'un ni l'autre. C'est le désespoir qui conduit au suicide. Donc on voit bien les erreurs d'interprétation qui restent encore très présentes dans la tête de nos contemporains. Conséquence, beaucoup de suicides ne sont pas déclarés. Les chiffres seraient sous-estimés. Officiellement, 10 000 personnes se donnent la mort en France chaque année. Selon les spécialistes, il serait en réalité plus de 12 000. Voilà, donc le suicide en France et le suicide en particulier dans l'entreprise. Question d'un téléspectateur de C'est dans l'air. Le taux de suicide chez France Télécom est-il plus élevé que la moyenne des entreprises? C'est difficile de comparer, mais est-ce que vous l'avez fait? Écoutez, tout ce que je sais, c'est que l'entreprise France Télécom est sans doute la plus transparente dans le monde en ce moment sur les suicides. Oui, sur la comparaison, je n'en sais rien. Je ne connais pas, et je ne sais pas si quelqu'un autour de cette table connaît le nombre de suicides dans les entreprises en France ou ailleurs. France Brosseur debout. Oui, écoutez, ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même dans un drôle de pays.
Ça fait plus de 10 ans que l'on réclame que soit mis en place dans notre pays un observatoire du suicide et des conduites suicidaires. Le ministère de la Santé n'a pas ça? Nous avons un observatoire de la délinquance et des crimes. C'est Ministère très de bien. l'Intérieur. Très bien. Crimes, 1200 morts par an, 12 ans à 1500. Suicide, 10 fois plus et pas d'observatoire. Observatoire pour la délinquance. 10 000 suicides? Plus de 10 000, 10 500, 11 000. Bien. Ce que l'on sait, c'est que ce sont les hommes qui meurent le plus, et entre 30 et 60 ans, 6 500 hommes et femmes meurent chaque année de suicide en France. Mais ces hommes et ces femmes-là, surtout les hommes, on ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas s'ils sont au travail ou pas au travail. Les chiffres que vous avez donnés et qui courent partout, 400 suicides liés au travail. C'est une extrapolation d'une étude, je crois, en Normandie. Je connais assez toutes les études qui ont été faites, c'est un peu ma fonction. Eh bien, non, aucune étude déterminante ne peut être donnée. Vous parliez des taux à France Télécom. Et les taux sont intéressants si on peut comparer dans la durée, dans l'histoire d'une entreprise. Ça ne sert à rien de comparer France Télécom avec une autre entreprise. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir comparer ce qui s'est passé depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 5 ans à France Télécom. Voir les effets, justement, du changement dans l'entreprise de France Télécom. Mais ça, ces chiffres, on les a pas. Autrement, oui. Deux questions. D'abord, dites-nous pourquoi il n'y a pas cet observatoire, déjà, et puis ensuite, dites-nous aussi, si vous dites ça, pourquoi? Parce que vous avez l'impression que c'est plus grave que ce qu'on a l'air de constater? J'ai l'impression qu'on ne se donne pas les moyens de comprendre dans ce pays. On est tout de suite dans l'invective. Dès qu'on veut comprendre, on est dans l'invective. C'est forcément un homme ou une femme qui se suicide. Le collègue professeur Terra l'a dit, il y a de multiples causes. Mais j'ai entendu, moi, notamment du côté du patronat, lorsque j'étais au Conseil économique et social, me disant oui, mais vous comprenez, c'est pas le patronat peut pas être responsable de toute la dépression de France. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de comprendre qu'il y a des situations professionnelles, comme il y a des situations familiales, qui peuvent être à ce point déstabilisantes que les personnes n'ont plus comme possibilité que de se suicider. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la situation est plus grave encore ou moins grave que ce qu'on a constaté avec ces chiffres qu'on vient de donner? En tout cas, je pense qu'elle est au moins aussi grave que ce qui a été dit, mais que ce qui m'intéresserait, c'est de mieux connaître ceux qui se suicident, notamment, par exemple, qui étaient au chômage lorsqu'ils se sont suicidés. Qui pourrait faire ça? Où pourrait-on créer cet observatoire? Un observatoire qui serait une structure indépendante, avec des spécialistes, avec des représentants du monde du travail, je dis bien du monde du travail, syndicats, patronat, et aussi spécialistes du droit du travail. Mais enfin, comme on a su faire un observatoire de la délinquance, pourquoi on ne pourrait pas faire cet observatoire? Est-ce que vous avez des éléments de comparaison avec les autres pays européens? Bien sûr, d'autres pays. Mais on consacre très peu de moyens à la prévention du suicide dans notre pays. Répondez-nous sur les autres pays d'Europe. Oui, notamment, je peux vous dire la Suède, par exemple. On pourrait faire des comparaisons avec la Suède. Allez-y, faites-les. Eh bien, je l'ai fait. En Suède, il y a une structure à Stockholm, juste pour la ville de Stockholm, qui emploie 6 temps pleins niveau recherche et 60 personnes qui travaillent. Et ils font quoi? Eh bien, ils recherchent sur le suicide, ils essayent de comprendre qu'ils se suicident. Et alors, on se suicide plus en Suède au travail qu'ici? Pas plus, mais nous, on ne sait pas. Eux, ils savent, mais nous, on ne le sait pas. Oui, donc d'où votre difficulté à me dire si c'est... Mais est-ce qu'il y a un pays, est-ce que c'est plus au sud, dans les pays du sud, Espagne, France, Italie, qu'on se suicide au travail, ou est-ce que c'est plus dans le nord? Qu'est-ce qu'il en est? Déjà, vous avez quand même une étude, ou en tout cas un sentiment. J'essaye de vous dire que on n'a pas ces éléments en France. Alors, c'est très difficile de comparer avec les autres pays. Pourquoi on ne peut pas se doter de cet instrument dans notre pays? C'est quand même... Et je crois que tout ça est lié au tabou qu'on évoquait tout à l'heure. C'est quand même, vous savez, il a fallu du temps pour que, y compris d'ailleurs les organisations syndicales. Moi, je me souviens il y a 10 ans, lorsque j'étais au Conseil économique et social, je parlais de suicide à des collègues du Conseil qui étaient syndicalistes, qui étaient, disons, chefs d'entreprise. Ils disaient, mais le suicide, c'est une affaire privée, c'est quelque chose de très personnel. Bien sûr que c'est privé, bien sûr que c'est personnel, mais il n'empêche pas. Et d'ailleurs, Durkheim, ça fait plus d'un siècle, et c'était un auteur français, avait montré que le suicide, c'est aussi nous
nous apprend, nous dit les choses sur le lien social, le suicide. Et c'est ça aussi qui nous importe. Votre rigueur intellectuelle vous honore, professeur. Mais tout de même, est-ce que vous allez me répondre à cette question? Est-ce qu'on se suicide davantage en France? Est-ce que la France serait le pays du suicide au travail ou non? La France, les adultes français se suicident plus que les adultes suédois. Voilà, ça, je vous ai répondu. Voilà. Mais maintenant, qui sont ces adultes? Je ne le sais pas et personne ne peut le dire. Voilà. Très bien, bien compris, merci. On va passer aux questions SMS et Internet de C'est dans l'air en rafale. Alors vous voyez, certains se demandent si ce débat n'est pas récupéré par les syndicats qui se cherchent un faire-valoir un peu morbide, entre guillemets. C'est la question qui est posée par un téléspectateur de C'est dans l'air. Écoutez, d'abord, je tiens à dire que la question ne se limite pas au suicide. Les suicides ont été mis en lumière parce que c'est quelque chose qui est beaucoup chargé d'émotions et qui fait que la presse, les télévisions en parlaient beaucoup. Et derrière les suicides, quand on parle de système de harcèlement moral, moi je parle aussi des gens qui sont en pleurs dans les services, qui sont en difficulté, en dépression, mais la question, c'est est-ce que vous voulez vous faire de la pub avec cette plainte? Écoutez, c'est une drôle de question. Je pense qu'il faut toutes les questions ont le droit d'être posées. Bien sûr, toutes les questions ont le droit d'être posées. Je pense que c'est pas une histoire de publicité parce que en fait derrière cette plainte-là, d'abord, c'est pas facile d'arriver jusqu'à la plainte, jusqu'à ce qu'elle soit reconnue, prise en charge par la procureure. Puis ensuite l'affaire n'est pas terminée, il fallait jusqu'au procès. Donc pour l'instant, je n'ai entendu que du côté patronal que des choses pas très sympathiques de leur part. Je pense qu'on a porté cette affaire-là. Je vous promets que c'est un parcours du combattant pour aller jusque-là. Donc la publicité. L'interrogation sous-jacente à cette question, c'est le cas de très nombreuses questions de nos téléspectateurs, c'est de se dire, laissez-moi finir, c'est de se dire finalement, on comprend bien qu'il y ait un débat et une volonté de la part des syndicats de faire très attention à la dureté des conditions de travail. De là à considérer que c'est systématiquement à l'origine de tous les suicides dans l'entreprise, celle-là et ailleurs, c'est ça la question l'interrogation des Français. Je comprends bien, mais moi j'invite, il ne pourra pas le faire, mais je l'inviterai si c'était possible à venir écouter les plaintes des familles. Moi j'ai au téléphone des familles qui me téléphonent et qui me disent des choses, franchement, c'est terrible effectivement sur la mise en cause de France Télécom, des méthodes de management, etc. Il faut faire quelque chose. On a été quand même interpellés par les salariés. Que faites-vous les syndicats? Alors, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi prendre ses responsabilités. Et franchement, la question de publicité est un débat assez déplacé. Laurent Zilberberg, d'un mot très court sur cette question en particulier, parce que c'est France Télécom qui est concernée. Non, écoute, je suis incapable de répondre à la place des syndicats, savoir si c'est pour faire de la publicité ou pas. Tout ce que je sais, c'est que nous voulons améliorer les conditions de travail et le mal-être qui peut exister dans France Télécom et qu'on ne pourra pas le faire si les syndicats, et pour l'instant, ils y participent et nous continuerons les négociations avec eux. C'est pour ça qu'on signe des accords. Jean-Emmanuel Ray, une question sur l'enseignement. Dans les écoles de gestion ou de management, on forme les futurs cadres en leur disant qu'ils sont des killers, des tueurs. Hein. Étonnant, non. Oui, c'est-à-dire c'est vrai que c'est un peu aussi la formation en amont qui pousse à la compétitivité à un point peut-être extrême. Oui, je ne sais pas quelles sont ces écoles de commerce. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Et on parlait tout à l'heure des élèves de Polytechnique ou des ingénieurs. Je ne connais aucune école d'ingénieurs de bon niveau, que ce s'agisse des mines, de Polytechnique ou des ponts, où il n'y a pas aujourd'hui des cours de management, de ressources humaines, de droit du travail. Il y en a, je crois que c'est une vision qui date un petit peu. Et je voudrais surtout souligner que, en lien avec l'élection précédente, c'est facile de dire il faut faire quelque chose. Je vous donne deux exemples, juste deux exemples. Premièrement, est-ce qu'on sait qui va mal? Bon, dans l'enseignement, tout le monde sait qu'il y a des personnes qui vont très mal, d'autres, j'ai dans mon entourage des personnes qui sont suicidées, personne n'a rien vu venir. Bon. Deux, je vous donne un exemple très concret, une entreprise, il y a une collaboratrice qui est dépressive, qui se prend un arrêt maladie. Qu'est-ce qu'il faut faire? On l'appelle pour prendre des nouvelles ou on l'appelle pas pour prendre des nouvelles? Si on l'appelle, dans un cas, ça a donné, mais tu me harcèles même chez moi. Or, ce n'était pas du tout en clair. Je crois qu'on n'est pas dans le noir et le blanc. C'est la gestion de ce type de compte. Oui. Je comprends, mais je reviens à la formulation de la question. Il y a ce terme, hein, cet anglicisme qui est rentré dans notre langage, killer. On dit tous, même aux gamins, il faut que tu sois un killer, quoi, un tueur. Ça vous fait sourire, professeur? Non, pas sourire. Mais ça rentre dans notre langage et dans l'entreprise en particulier. Ça a du sens. Oui, quel sens ça a, justement? C'est terrible. Si la société si on doit tous se tuer les uns les autres, pour vivre, pour survivre. Alors, c'est le Moyen-Âge, c'est même avant le Moyen-Âge. Ça peut pas être ça. Là, il y a une affaire qui a défrayé aussi la chronique. C'est à la Poste où un cadre envoie un mail à ses subordonnés en disant la chasse est ouverte sans quota, il faut les exterminer. En parlant de ces vendeurs qui seraient des mauvais vendeurs. Il a écrit ça comme ça. C'est une relation qui n'est pas privée, c'est une relation avec un lien de subordination par rapport à des cadres. Si un cadre, un directeur, peut dire ça aujourd'hui, ça veut dire que
plus haut, on a introduit cette idée-là, que plus bas on fera peut-être pire, etc. Je pense que ça doit être banni d'une entreprise. Il faut avoir vraiment ça va de soi, sauf que ça arrive quand même assez souvent. Et je pense que si les gens se permettent aujourd'hui de dire ça, c'est que quelque part ce discours du killer, eh ben, il a été introduit dans les méthodes de ménage. Laurent Zilberberg. Oui, juste pour dire que j'adhère totalement à ce que dit M. Ackerman. Et d'ailleurs, je voudrais aussi que les responsables syndicaux, parfois à des niveaux les plus bas, parfois se prennent à attaquer des personnes en utilisant des mots qui sont pour le moins presque déplacés, qui s'assimilent à cela. Alors, cela dit, autre question qui vous concerne directement, M. Zilberberg, en tant que DRH. Un DRH qui ne voit rien venir, ça vous étonne? Ils sont plus le nez dans le code du travail qu'à l'écoute des salariés. C'est en tout cas la perception de beaucoup de gens. Ils sont dans les reportings, pas le code du travail. Pardon? Ils sont dans les reportings permanents. Reporting, ça veut dire quoi? Sur le fait de rendre compte au siège par les moyens informatiques nouveaux, et on passe plus de temps à faire du reporting qu'à gérer les personnes. Ça, oui, c'est-à-dire à dire ce qui se passe dans l'entreprise, voilà, le nombre de salariés, etc. Tous les jours au chef. Voilà. Ouais. On ne peut pas dire qu'on n'a rien vu venir. On peut dire qu'on n'a peut-être pas fait suffisamment bien, mais dès l'année 2000, on avait mis en place une commission stress au sein du CHSCT. Dès 2007, nous avons mis en place des espaces justement pour écouter des salariés qui seraient en difficulté. Donc on a fait des choses, peut-être pas suffisamment, mais on a fait des choses. Autre question, dans le harcèlement, y a-t-il une volonté de nuire? Peut-être que parfois, comme le disait tout à l'heure M. Ray, on donne des ordres, on met la pression parce qu'il faut. L'objectif, c'est de réussir. C'est pas forcément qu'on veut nuire aux salariés. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense surtout que ce que la loi dit qu'il y a harcèlement lorsqu'il y a dégradation et que cette dégradation peut être l'objet ou l'effet de certaines décisions. Donc il n'est pas nécessaire qu'il y ait une volonté de nuire à la santé des personnes pour qu'il y ait harcèlement. La loi est très claire là-dessus et c'est d'ailleurs le législateur qui l'avait proposé alors que le Conseil économique et social n'avait pas été jusque-là. Donc vous voyez que c'est une volonté tout à fait manifeste du législateur. C'est très important, hein. Oui, donc le fait même de harceler, même si on ne veut pas nuire... Non, mais simplement si ce que l'on décide atteint la santé de la personne, du salarié. Évidemment, après, il faut le démontrer, mais ça suffit pour caractériser le harcèlement. Une question qui va vous satisfaire. Ne devrait-il pas y avoir un suivi de la santé mentale des salariés plus régulier au sein des entreprises? Bien sûr, mais pas seulement de la santé mentale dans l'entreprise, et dès lors d'ailleurs qu'il y a un sentiment d'aller mal. Je crois qu'il faut libérer, ça a été dit, y compris par notre collègue, libérer la parole des gens. Il ne faut pas qu'ils se sentent mis en cause dès lors qu'on a le droit d'aller mal dans la vie. Vous savez, la vie, malheureusement, il y a des moments où on va mal. Sur la base de quels critères on garderait la santé mentale de tel ou tel? Moi, j'ai pas envie qu'on regarde ma santé mentale. La santé mentale, dès lors, je vous dis bien, c'est dès lors qu'il y aurait des relations de confiance. Et d'ailleurs, pas simplement libérer, par exemple, le médecin du travail. La relation avec le médecin du travail est très importante, mais il faut aussi de la confiance. Il faut le retour de la confiance dans la relation de travail. C'est très important. On a dit l'isolement et aussi le retour de la confiance. C'est ça qu'il faut mesurer davantage que de savoir si on a une névrose ou pas. Et puis, je voudrais ajouter aussi que parler de ceux qui sont dans l'entreprise et puis ceux qui sont plus dans l'entreprise, qui ont perdu leur travail. Ceux qui ont perdu leur travail, souvent, ils se dégradent beaucoup. On n'a pas de médecine des chômeurs dans notre pays. Alors vous allez voir justement une autre question qui va dans ce sens-là. C'est une critique qui nous est faite aussi. Oui. Quid du suicide des agriculteurs? Là, c'est le grand silence des médias. On en a parlé, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, les effets de la crise. Les agriculteurs, toutes les entreprises qui licencient, le secteur public qui est aussi atteint parce qu'on annonce qu'il y a trop de fonctionnaires, etc. Bref, il n'y a plus un secteur de l'activité qui soit apaisé aujourd'hui. Oui, moi j'avais proposé il y a un an qu'on tienne ce que j'avais appelé un Grenelle de l'humain. Vous voyez, il y a eu un Grenelle pour la planète, on pourrait faire un Grenelle pour l'humain, pour se préoccuper des hommes et des femmes de ce pays qui souffrent. Voilà. Un message lancé à Eric Woerth par le biais de ces dans les autres questions. Oui, tout à fait. Les salariés ne sont-ils pas victimes d'un choc des cultures entre une hiérarchie du type bureaucratique et une autre du type business, activité argent, marchande, et faire plus de profit? C'est pour ça qu'à mon avis, France Télécom, c'est un précipité des 15 dernières années. C'est-à-dire que vous étiez à France Télécom, vous étiez fonctionnaire, et ce qui m'amuse, c'est que M. Ackerman est responsable de Sud PTT.
Et il y a, dans Sud PTT, il y a Sud, mais il y a PTT aussi. Ça veut dire que ce qui se passe à France Télécom, c'est le choc culturel qui est en forme d'explosion entre une entreprise en situation de monopole avec des fonctionnaires et qui voit débouler une concurrence à mort de la part des gens et qui déstabilise. C'est clair que pour un fonctionnaire qui a le sens du service public, pour lequel l'argent n'a pas d'importance parce que l'argent ce n'est pas service public, et moi je partage cette idée-là, d'accord. Le fait d'arriver et de devoir dire maintenant il y a Free qui vous propose un abonnement à 19,90, c'est clair que, j'insiste, France Télécom c'est son monopole et on lui dit vous avez 3 concurrents qui vont arriver et qui vont... si France Télécom ne réussissait pas, l'entreprise France Télécom était très mal. Donc je crois que c'est un débat qui est... Oui, mais est-ce que c'est au prix de la santé mentale? Non, mais non, ça va de soi que non. Ça va de soi que non. Mais si France Télécom n'avait rien fait, on aurait dit mais c'est quoi cet employeur qui ne sait pas gérer? Il va de soi que c'est pas au prix de la santé, ça va de soi. Patrick Ackerman. Non, là je m'inscris en faux. Je pense qu'il y a une coordonnée particulière entre France Télécom, ancienne entreprise publique. C'est une grosse culture service public. Tout à fait, une grosse culture service public. Et qui prend après, ça a donné du sens à la question du travail bien fait, du sens du travail. Mais moi, dernièrement, il y a encore quelques jours, j'ai été interpellé par une femme en pleurs qui n'était pas France Télécom. Elle était sur un centre d'appel Coriolis à Laval. C'est un centre d'appel privé purement, etc. Elle était en pleurs. Elle m'a dit intervenez d'urgence. Il faut faire un droit d'alerte. Donc ces méthodes-là existent dans le privé aujourd'hui. C'est pas une question de fonctionnaire. Ça. Dernière question. Ne plus fumer sur son lieu de travail a dû déstabiliser pas mal de travailleurs et déclencher un stress supplémentaire. D'un mot. C'est du mot. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais enfin, vraiment, il y a beaucoup d'autres causes que de ne plus fumer, malheureusement. Bon, le service marketing. Bon, merci en tout cas à tous pour ces explications. Et vous voyez qu'on peut en parler, y compris avec la difficulté d'un tel sujet, sans pour autant s'affronter en essayant de s'expliquer clairement. C'est l'esprit de cette émission. Demain, vous retrouvez Yves Calvi, je vous retrouve à 17h30 pour C'est-à-dire sur France 5. Merci de votre fidélité. À demain, bonne soirée sur France 5. Vous pouvez voir et revoir C'est dans l'air